Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes pour l'acte 7 de notre interview avec M. Seri Modeste, président de Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire. Alors, l'actualité toute brûlante en Côte d'Ivoire est aujourd'hui la question fondamentale ou la question véritablement cruciale de notre échange. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire, notre nation, et 7 est déjà un chiffre assez symbolique pour l'acte 7. Alors, en attendant que nous puissions démarrer les questions, nous voudrons que les téléspectateurs et presque l'assistante qui s'intéresse à la cause de la Côte d'Ivoire puissent suivre cet élément vidéo. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Même si le président Ouattara voulait, il ne pouvait pas, selon l'article 183. Et M. Ouraga Ogbou l'a dit le 10 respectable octobre, professeur de droit. Le professeur Ogbou, le 10 octobre 2016, dans le journal gouvernemental Fraternité Matin, que le président Alassane Ouattara respectera la Constitution et ne briguera pas un troisième mandat. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. L'article 183 de la nouvelle Constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Je peux vous le dire, et je certifie, et je mets ma main au feu, que le président Ouattara ne sera pas candidat en 2020, quand il finit son deuxième mandat. J'ai dit cette constitution n'est pas pour eux. Mais le président n'a jamais dit qu'il était candidat en 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Alors, Monsieur Modeste Seri, au vu de cette vidéo et au vu de toutes ces déclarations du président Alassane Dramane Ouattara et de presque toute la communauté internationale et même des membres de son gouvernement qui ont juré main sur le Coran, main sur la Bible, certainement, ou même peut-être sur le cœur, que leur leader ne briguerait pas un troisième mandat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au vu de ce témoignage historique? Bonsoir mesdames et messieurs les téléspectateurs. Il faut dire que la situation de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit la dernière fois, elle est assez préoccupante. Et nous venons de suivre un élément vidéo très important où le président Ouattara dit une chose et son contraire à la fois, au point de faire mentir tous les membres de son gouvernement. Certains qui sont même prêts, M. Abinan, je crois bien, prêt à mettre sa main au feu pour dire que Ouattara n'allait pas se dédire. Et malheureusement, voilà que, avec les événements qui se sont précipités, Ouattara s'est totalement dédié. Voilà, et perdant toute crédibilité. Parce que lorsque, en mars 2020, le président Ouattara avait déclaré solennellement à Yamoussoukro, devant tout le Gotha de son parti, du RHDP, un sénateur et député, toute l'administration, il avait déclaré qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat en octobre 2020. Voilà que le 6 août 2020, quelques mois plus tard, le président Ouattara revient sur cette promesse faite à la Côte d'Ivoire et à la communauté internationale. Cela dénote du manque de sérieux, un véritable manque de sérieux et le discrédit de la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque le premier citoyen d'un pays donne une parole et il est incapable de la respecter, il viole de façon systématique la loi fondamentale du pays, eh bien, pour nous, c'est une haute trahison. Ça aurait été dans un pays où les institutions fonctionnent normalement, la séparation des pouvoirs est une réalité, que Ouattara aurait été démis de ses fonctions.
pour non-respect de la Constitution, pour violation de la Constitution, pour haute trahison. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, après 30 ans d'instabilité et de traumatisme des populations depuis 2000 jusqu'en 2020, avec une succession de conflits politiques pour des ambitions politiques présidentielles, nous pensons le président Ouattara, il a fait ses 2 mandats. Il n'a pas besoin de violer la Constitution en recherchant un 3e mandat. Cela le discrédite lui-même, discrédite la communauté internationale qui s'est empressée de l'installer en 2011 à coups de bombes. Ce n'est pas sérieux. Nous avons besoin de paix, de sérénité pour travailler au développement du pays. Et par ailleurs, il y a une autre question qui nous interpelle tous. En Occident, les Blancs sont très regardants sur la valeur de la Constitution. Mais alors, pourquoi pensez-vous que cette même communauté internationale n'aide pas plutôt la Côte d'Ivoire et particulièrement l'Afrique à sortir par moments du bourbier de certains politiciens qui n'en ont vraiment rien à faire? Oui. Pourquoi est-ce que la communauté internationale, et particulièrement les Occidentaux, ne nous aident pas en enjoignant nos dirigeants, nos présidents, de respecter la loi fondamentale de nos États respectifs, particulièrement dans les pays francophones. L'Afrique francophone, c'est elle qui a cette coutume des mandats illimités. Mais ce que je sais, la communauté internationale, tout ce qu'elle fait, c'est de nous accompagner. Elle ne peut pas nous imposer une certaine façon de vivre. C'est encore nous qui allons nous plaindre de son immixtion dans nos affaires intérieures. Il faut que les Africains, les Ivoiriens, nous soyons conséquents. Nous nous sommes dotés d'institutions, de lois. C'est à nous de nous mobiliser pour faire respecter les lois de la République. Les dirigeants dont nous nous dotons, même si en Afrique francophone, on a cette coutume de voir certaines communautés internationales s'immiscer dans le choix des dirigeants. Voilà pourquoi les populations ont cette tendance à dire, mais pourquoi est-ce que la France n'interpelle pas nos dirigeants tels que Ouattara? Pourquoi est-ce que la France qui l'a installé ne lui dit pas non, il faut respecter la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire? Non, elle ne le fera pas. Elle l'a installé pour ses propres raisons. Le peuple ivoirien est souverain. Nous pensons que 2020 est une grande opportunité pour que les Ivoiriens réaffirment la souveraineté de leur pays, de notre pays. Nous avons là, avec cette violation flagrante de la loi fondamentale de notre pays, nous avons, après l'humiliation de 2010, sinon depuis 2002, où il y a eu une rébellion injustifiée qui a détruit la stabilité, la cohésion sociale, l'unité nationale, nous avons, à l'occasion des élections en 2020, l'opportunité de nous mobiliser comme un seul homme, sans tenir compte de l'origine des citoyens, des ethnies, des partis politiques auxquels nous appartenons. Nous devons nous mobiliser comme des acteurs de la société civile pour interpeller nos dirigeants, et particulièrement le président Ouattara, le président du RHDP. Nous devons lui dire, la loi fondamentale autorise 2 mandats. Vous avez fini vos 2 mandats, partez. Et s'il s'entête, il devra constater notre union face à son intransigeance. Et je profite de l'occasion pour pouvoir interpeller la jeunesse ivoirienne qui aujourd'hui est dans la rue, dans les rues, partout, à travers le pays, pour interpeller le peuple ivoirien, ainsi que la diaspora ivoirienne. Nous devons agir comme un seul peuple. Lorsque la maison commune, la patrie, est en danger, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est au bord d'une nouvelle guerre civile par la volonté
de M. Alassane Dramane Ouattara, qui est pratiquement un hors-la-loi. Ce monsieur, depuis toujours, a été et continue d'être en conflit avec les constitutions du pays. Celle de 2000, il l'a combattue. Celle dont il s'est doté sans la participation des Ivoiriens, il est incapable de la respecter. Le temps est venu pour que nous nous mobilisions, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, tous les militants de tous les partis politiques, parce que la nation, notre pays, est au bord d'une nouvelle guerre. Nous ne voulons pas d'un nouveau conflit armé en Côte d'Ivoire. Nous devons donc, comme un seul homme, nous rassembler à travers tout le pays, dans la diaspora également, pour dire assez, c'est assez. Alassane Dramane Ouattara a fini ses 10 ans constitutionnellement admis. Il n'a pas le droit de réclamer un 3e mandat. Cela nous paraît très suspect. Pourquoi réclame-t-il son maintien, son éternité, son éternisation au pouvoir? Il y a des questions que nous nous posons. Quelles sont ses motivations réelles? Voilà les questions auxquelles il faut répondre. Il y a eu 2010, 2010, des conflits armés. Une partie des suspects ont été conduits à la CPI. Ils ont été acquittés. Ils restent pris en otage par le système qui les y a conduits. Alassane Dramane Ouattara est incapable de dire aux Ivoiriens si c'est pas Gbagbo et Blé Goudé qui sont responsables des graves violations des droits de l'homme en 2011, la crise post-électorale, le moment est venu, avant les élections de 2020, de situer les responsabilités. Qui sont ceux qui ont tué les Ivoiriens et qui ont détruit la vie de la nation ivoirienne? Voilà la question fondamentale. Qui sont ceux qui ont détruit des vies et ont tué la nation ivoirienne? Bien avant d'y revenir, Monsieur Modeste Seri, il y a une autre question que nous voudrons vous poser. Lors de son investiture, Monsieur Alassane Dramane Ouattara disait je préfère mourir au pouvoir plutôt que de mourir en prison. Alors, qu'est-ce que cette forme d'aveu ou de confession pourrait peut-être sous-entendre? Cette confession du président Alassane Dramane Ouattara, le président du RHDP, qui, lors de sa prétendue investiture pour le 3e mandat auquel il n'a même pas droit, c'est la preuve de ce que nous disions. 2 parties se sont affrontées, une partie a été conduite en prison, la justice des vainqueurs, il se trouve que cette partie est acquittée. C'est la partie de Ouattara maintenant qui est à caution. C'est à lui de nous dire pourquoi veut-il mourir au pouvoir. N'est-ce pas parce que Ouattara considère le pouvoir comme un parapluie pour échapper à la justice? Il a même, semble-t-il, été très précis. Je préfère mourir au pouvoir plutôt qu'en prison. Que se reproche-t-il? Pour que, après le pouvoir, il pense que c'est la prison qui l'attend. Il y a une vie après le pouvoir. Au Ghana, tous les présidents ghanéens, ils ont même formé le club des anciens présidents du Ghana, où ils se retrouvent régulièrement. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas cette possibilité? Mais c'est parce qu'à chaque élection, il y a la bagarre. Comme des sauvages, on se bat à coups de fusil, de kalachnikov, on s'entretue pour le pouvoir. Nous pensons que Alassane Dramane Ouattara vient de dire au monde entier qu'il est coupable de tous les crimes politiques, humains, économiques qui ont été commis depuis les années 90 jusqu'à son accession au pouvoir en 2011. Jusqu'en 2020, Alassane Dramane Ouattara, pour nous, est le premier suspect de tous les crimes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, parce que quelqu'un qui est en fin de règne ne peut pas dire « je vais rester au pouvoir de façon illégale parce que je ne voudrais pas périr en prison ». Que se reproche-t-il? Qu'ils nous disent d'abord, si c'est pas Gbagbo et Blé qui ont tué les Ivoiriens, si c'est lui qui les a tués, qu'ils le disent. Mais là, il n'y a plus aucun doute pour nous, Alassane Dramane Ouattara, en disant qu'il préfère mourir au pouvoir qu'en prison.
a dit au monde entier qu'il est le coupable indiqué. Nous devons donc nous mobiliser, comme je le disais, comme un seul homme. Et je relance un autre appel à la jeunesse, au peuple ivoirien. Lorsque nous nous retrouvons pour dénoncer ce projet de candidature illégale, il faudrait que ce soit fait dans le cadre de la Côte d'Ivoire unie. Et cette Côte d'Ivoire unie, les voix qui doivent s'exprimer doivent être celles de la société civile. Parce que les politiciens, ceux qui aujourd'hui veulent se confondre à la foule de leurs victimes, je veux parler des anciens alliés du président Ouattara, ils sont comptables de son bilan. Dieu merci, en fin de règne, ils sautent du bateau RHDP qui chavire, mais lorsqu'ils arrivent parmi la foule de leurs victimes, qu'ils soient humbles, qu'ils soient moins loquaces, moins bavards. Il ne faudrait pas que dans les assemblées publiques, dans les rassemblements, ils n'ont pas droit à la parole. Ce ne sont pas des occasions de meetings politiques. Leur porte-parole, que ce soit à Paris, à Washington, à Abidjan, à l'intérieur du pays, partout où les Ivoiriens se retrouvent pour réclamer le respect de la Constitution et pour dénoncer le projet de candidature de 3e mandat, de grâce que les hommes politiques apprennent à se taire. C'est leur inconséquence qui a permis à Ouattara d'arriver au pouvoir et d'être si méprisants. Ils ont été si complaisants à l'égard de cet homme, Alassane Dramane Ouattara, qui pendant des années a passé son temps à menacer la stabilité de la Côte d'Ivoire, à menacer la vie de la nation. Et rien n'a été fait. Il a plutôt été récompensé par des postes ministériels de son parti. Je veux parler de la gouvernance des refondateurs qu'ils ont déstabilisé en 2002 pour leur imposer une transition improductive pendant 8 longues années. Nous disons que le moment est venu pour que le peuple ivoirien se mobilise pour dire à Ouattara, ça suffit. Et dire également à la classe politique traditionnelle, il faut, après tous les dérapages et toutes les erreurs, toutes les fautes, il faut être humble. Lorsqu'on se retrouve pour dénoncer la souffrance du peuple ivoirien, des victimes de la classe politique traditionnelle, de grâce, il faudrait qu'on ait un peu de décence pour ne pas chanter des histoires de on va installer Gbagbo ou rien, ou Bédié ou rien, ou tel autre ou rien. Non, la Côte d'Ivoire se retrouve dans une situation d'instabilité chronique par la faute de la plupart des acteurs politiques. Si aujourd'hui ils se retrouvent dans la foule de leurs victimes, qu'ils soient humbles et qu'ils laissent leurs victimes prendre la parole, ils se mettent à l'arrière et ensemble, nous allons travailler à la pacification du pays en faisant partie, Ouattara, du pouvoir. Mais je dis bien dans la non-violence. Et je profite pour demander aux forces de l'ordre de ne pas embrigander les populations à travers tout le pays. Elles ont le droit constitutionnel de manifester. Il n'est pas question de payer des délinquants, des rébus de la société ivoirienne qu'ils ont baptisé eux-mêmes microbes, les enfants de la rue, des drogués qui, à la machette, au couteau, vont tuer, agresser, blesser les populations. Que cela cesse dès maintenant. Mais la mobilisation doit s'intensifier. La communauté internationale nous regarde. Sans division, nous pouvons y parvenir et dissuader Ouattara dans son projet illégal. Revenons à cette question de marche où surgissent par moments des personnes armées de marcheteurs et de goudins pour pouvoir tuer et casser de l'opposant ou de marcheurs. Imaginons-nous un peu, ou imaginez-vous, M. Cyril Modeste, vous qui avez passé peut-être plus d'un quart de votre vie en Occident, est-ce qu'il est possible que ce soit aux États-Unis ou en Europe, que pour une marche pacifique,
qui est véritablement constitutionnel, vous pensez que des Européens puissent permettre que des gens sortent de la rue avec des machettes pour aller assassiner ou empêcher des gens de manifester? Croyez-vous que cela soit possible à ce 21e siècle? Croyez-vous que cela même a été une fois possible même en Occident? La réaction sauvage, la répression animalière, sauvage des manifestations publiques en Côte d'Ivoire relève d'un autre monde, le monde des sauvages. Et je dis, avant d'aborder le cœur de ces questions, ceux qui sont au pouvoir ont cette attitude à vouloir tout le temps vaincre leurs adversaires, qu'ils présentent, qu'ils voient comme des ennemis. Le RHDP, qui manipule cette jeunesse désœuvrée, quelle arme pour casser de l'opposant, pour tuer de l'opposant, démontre que c'est une association de brigands. Ce sont des gangsters politiques. Je suis désolé, mais il y a mort d'hommes, de simples manifestations des rues. Je ne crois pas que ces sauvageries, excusez-moi du terme, soient admises en Occident. Non. Là-bas, les lois fonctionnent. Il y a eu aux États-Unis, dans les siècles précédents, le Far West. On a regardé des films western. Django prépare ton cercueil, mais à la fin, lorsque les autorités prennent le dessus, Django est exécuté. Oui, en Occident, il y a des lois où celui qui tue est tué. Est-ce ce que les délinquants réclament en Côte d'Ivoire? La peine de mort, elle peut être rétablie devant la violation extrême des droits de l'homme. Je suis sidéré lorsque je vois des humains qui vont avec des machettes. Mais ces enfants ne sont pas totalement responsables. Il semble qu'ils sont sous l'emprise d'une drogue, mais incroyable. Ils ne sont plus eux-mêmes. Et désœuvrés, désespérés, parce que vivant dans une pauvreté extrême, ils sont exploités par la mafia qui s'est emparée de la Côte d'Ivoire. Je veux parler du couple de mafias. Le président Alassane Dramane Ouattara et Dominique Nouvian Ouattara. Voilà le danger de la Côte d'Ivoire. Et ce couple, je le suis depuis la générale dans les années 90. Pour l'argent de la Côte d'Ivoire, ce couple est prêt à tout. Il semble que le président Ouattara était dernièrement en France, en négociation avec le président français pour voir dans quelle mesure l'appuyer pour son projet illégal de 3e mandat. Vu sa mine à la fin de cet entretien, nous concluons que cet homme a échoué. La France n'a aucun intérêt à appuyer Alassane Dramane Ouattara pour un 3e mandat. Elle pourrait perdre et Ouattara au pouvoir, et la Côte d'Ivoire, et l'Afrique francophone. Et nous sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués des nègres. Les nègres des maisons, les esclaves des salons, que la France-Afrique vient nous imposer pour piller nos ressources. Le temps est arrivé pour que les enfants de Côte d'Ivoire, les enfants d'Afrique jouissent des ressources, des richesses naturelles de leur environnement, de leurs états respectifs. Nous n'allons pas continuer à assister, impuissants, à notre assassinat. Profitant de l'occasion, ces enfants qu'on utilise, il semble que c'est les enfants des immigrés. Oui, nous voudrions adresser un message à ces enfants. Hier, c'était le Nord qui a été manipulé. Les jeunes gens déscolarisés à l'éducation approximative ont cru que Ouattara était l'un d'entre eux, en leur faisant croire que oui, on ne veut pas d'un musulman président en Côte d'Ivoire, où on me traite d'étranger. Pourtant, Ouattara n'avait que des problèmes d'éligibilité. Houphouët-Boigny ayant mêlé Ouattara à la politique ivoirienne, nous estimons qu'il doit être ivoirien. Mais tous les Ivoiriens ne sont pas éligibles à la présidence de la République. Cette confusion a été mal gérée par ses prédécesseurs, qui n'ont pas pu communiquer. Conséquemment,
pour pouvoir rassurer et le peuple ivoirien et la communauté internationale sur la mauvaise foi manifeste du président Alassane Ouattara, qui a toujours été guidé, jaloux de la richesse de Côte d'Ivoire et qui voulait par tous les moyens, avec sa sangsue d'épouse, s'établir, s'emparer du pouvoir pour pouvoir accaparer les richesses du pays. Aujourd'hui, avec l'argent mal acquis, ils ont racheté l'économie ivoirienne. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir, même à la fin du temps de parcours de gouvernance du président Ouattara. Il faut que cela cesse. Que les parents des enfants qui agressent les manifestants aux mains nues, qu'ils parlent à leurs enfants. Et les descendants, ceux qui se disent nordistes en Côte d'Ivoire, je veux parler des descendants du peuple Gou, les Mandés, qu'on confond aux gens du Nord, qui croient qu'on les traite d'étrangers. Non! La confusion doit prendre fin. Alassane Dramane Ouattara, il n'a jamais eu de vision véritable du développement du Nord de la Côte d'Ivoire. Qui est celui qui a brimé le plus les enfants du Nord? Qui a fait tuer Ibrahim Koulibaly, qui a engagé toute sa vie dans la légalisation de l'ivoiro-burkinabé, Alassane Dramane Ouattara? N'est-ce pas Alassane qui a dit, après leur victoire sur le président Gbagbo Laurent, qu'il fallait qu'on lui envoie Ibrahim Koulibaly mort ou vif? Ibrahim Koulibaly est-il bêté? Je crois qu'il est du nord de la Côte d'Ivoire. Mais Alassane, qui prétend être du nord, il n'a pas hésité à donner l'ordre de le faire abattre. Avec la complicité de Soro Guillaume, qui aujourd'hui est en fuite, un autre descendant du nord. C'est nouveau. Plein sont aujourd'hui en prison. Est-ce un Baoulé qui les met en prison? Un Bété qui les met en prison? C'est toujours le même Alassane Dramane Ouattara. Il faudrait que la population ivoirienne se retrouve devant ce danger national que représente Alassane Dramane Ouattara, un danger pour la stabilité de notre pays, pour nos vies, pour qu'ensemble, quelle que soit notre ethnie, notre origine, même les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, il y va de la stabilité du pays. Et l'ennemi aujourd'hui s'appelle Alassane Dramane Ouattara et le RHDP. Nous devons, comme un seul homme, nous mobiliser, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre nationalité, parce que la Côte d'Ivoire, c'est là où nous vivons, où nos parents vivent, où nos familles vivent. Les étrangers qui sont venus réaliser leurs rêves en Côte d'Ivoire sont interpellés. Ils doivent rejoindre les manifestants dans les rues pour ensemble dénoncer cette imposture inacceptable d'Alassane Dramane Ouattara qui est en fin de parcours. Et des voix s'élèvent en chœur de plus en plus pour parler d'une transition. Je veux parler même de celle de Thiam, qui est aussi banquier comme vous. Et nous nous rendons compte finalement que deux banquiers ont la même vision de la transition. Et alors, vous y croyez à cette vision, à cette question de la transition? Je vous ai dit, depuis très longtemps, nous faisons la promotion d'une transition responsable à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a eu une transition sur le président Laurent Gbagbo qui a duré 8 longues années. Une transition totalement improductive. Ils se sont retrouvés juste pour des positionnements, pour partager des postes ministériels. Et la Côte d'Ivoire a été ignorée. Nous ne voulons pas de la même formule improductive de transition. Non. Nous parlons d'une transition responsable aux mains d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qualifiés, patriotes, non impliqués dans les graves violations des droits de l'homme des 30 dernières années, sans oublier la corruption massive, les détournements des deniers publics. Nous sommes heureux que les voix s'élèvent de plus en plus pour rejoindre celles que nous avons toujours eues, celle de la nécessité d'une transition responsable pour réconcilier la Côte d'Ivoire avant de nouvelles élections. Cette transition est inévitable pour nous. Nous en sommes tellement convaincus
que depuis, nous sommes restés cohérents. Tant que cette transition n'a pas lieu, on n'aura pas la paix. Des gens se sont levés alors que la commission électorale indépendante est disqualifiée pour organiser des élections. Le Conseil constitutionnel n'inspire aucune confiance. Des candidatures sont déposées. Mais à quelle fin? Pour aller à un autre affrontement pré- et post-électoral? Nous disons non. Faisons bas la terre. Élection, d'accord, yes. Mais réconciliation d'abord. Nous nous réconcilions, nous mettons ensemble les institutions capables de rassurer tout le monde, de ramener la confiance entre les acteurs politiques et après, les élections peuvent s'en suivre. Nous n'allons pas dans un environnement d'impunité généralisée où des crimes ont été commis, des crimes ignobles, des viols sur des femmes ont été commis. Nous ne connaissons même pas les responsables. Des délinquants, des criminels circulent en toute liberté et dans un tel environnement d'impunité généralisée, aller à des élections, c'est livrer la Côte d'Ivoire à une autre guerre. Nous sommes heureux que le frère Tidiane se sente interpellé après pratiquement 20 ans de silence depuis 1999 que Bédié, le PDCI a perdu le pouvoir, il est parti. En 2020, il s'annonce, nous sommes heureux. Mais il faudrait que nous travaillions en synergie parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'actions isolées. Le pays est en danger. Les intelligences doivent se mettre ensemble pour pouvoir, ensemble, ramener la paix, rassurer les populations pour remettre les uns et les autres au travail. Car la seule véritable guerre que nous devons mener, c'est celle contre la pauvreté. L'ignorance et la pauvreté. Pauvreté entretenue par certains dirigeants cyniques qui préfèrent entretenir les populations dans une situation de misère perpétuelle pour continuer à jouer les premiers rôles. Nous devons donc travailler ensemble, la société civile, les politiciens non négativement marqués ou les politiciens véritablement patriotes, nous devons nous retrouver pour pouvoir travailler au retour de la paix. Paix qui va nous permettre d'aller de l'avant. Travailler pour le retour de la paix, mais une autre, et certainement la dernière question qui surgit et qui nous interpelle tous, est plutôt ce que nous avons nommé le bal des hyènes. Le bal des hyènes dans la mesure où la mère patrie semble être prise, je vais dire, à partie par un clan qui veut totalement, chose comme se l'approprier, et une CEI qui a été désavouée à Addis Abeba. Et curieusement, on voit la population, je veux dire, on voit presque l'ensemble des partis politiques qui vont adouber cette CEI en y déposant leur candidature. Alors, qu'est-ce que cela vous interpelle? Qu'est-ce que cela vous suscite? Oui, le bal des hyènes. Vous savez, la Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes. Pourquoi? Nous n'avons pas une opposition conséquente, sérieuse. L'un des rares partis qui s'est construit dans l'opposition, c'est le Front populaire ivoirien. Malheureusement, ils sont aujourd'hui dans une vision qu'on a du mal à déchiffrer. Bref, nous avons une opposition embourgeoisée en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez tous les ex-alliés d'Alassane Dramane Ouattara qui aujourd'hui, parce que le bateau RHDP est en train de chavirer, sautent par les persiennes pour se retrouver parmi leurs victimes, hier exploitées, méprisées, ignorées, violentées, assassinées. Nous avons des préoccupations sérieuses. La Côte d'Ivoire, effectivement, se trouve aux mains des personnes qui méprisent le peuple ivoirien. L'opposition, fort heureusement, est en train de comprendre la nécessité de l'unicité du combat. Lorsque l'environnement dans lequel nous vivons est en danger, nous ne devons plus chacun perdre son temps à rester enfermé dans sa chambre, dans son parti politique, dans son parti tribal, régional, religieux. Non. Nous devons, comme un seul homme, nous retrouver. Le bal des charognards doit momentanément prendre fin
Et c'est d'ailleurs pour y mettre définitivement fin que nous parlons de la nécessité d'une transition qui va redéfinir les règles du jeu, comme ça s'est passé au Ghana. Oui, les Ghanéens ont travaillé à créer les mécanismes de sorte que, comme le disait le président Jerry Rawlings, même le diable, lorsqu'il va parvenir au pouvoir, il aura du mal à s'éterniser au pouvoir parce que les institutions établies seront tellement fortes. Mesdames et messieurs, c'était nos 26 minutes avec M. Modeste Serry, je rappelle encore, président de Diaspora et Jeunesse en Côte d'Ivoire. C'était votre bien-aimé Jacques Armand Lenoir, à l'acte 8.